Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Et là, vous verrez que donc, si on veut aller vers l'intelligence territoriale, vous verrez que l'intelligence territoriale, donc pour ce cours introductif, il vous permet de répondre à des questions fondamentales. Comment faire pour programmer le développement dans un territoire? Comment faire pour sélectionner des projets qui peuvent avoir une incidence sur la vie des populations? Comment faire pour que le système économique, le système social et le système écologique puissent se retrouver dans un grand système qui aura pour finalité la mise en œuvre d'un processus de changement, de transformation et de progrès? Et de là, vous verrez que le développement local en tant qu'approche suppose la mise en œuvre d'un système d'intelligence territoriale. Et quand on parle d'intelligence territoriale, il faut être très simple, c'est un peu le cours de stratégie qui va vous permettre de comprendre, par exemple, comment faire l'analyse de l'environnement interne d'un territoire, c'est important. En analysant l'environnement interne d'un territoire, vous êtes obligé de poser des questions très simples. Qui sont les acteurs? Bon, vous êtes obligé aussi de vous renseigner sur les ressources disponibles. Vous êtes obligé aussi de situer le territoire par rapport à un grand ensemble, etc. Vous êtes obligé aussi, dans le cadre de votre approche, vous êtes obligé de mettre en place, si vous voulez, une démarche, ce qu'on appelle la démarche de contingence. L'environnement interne a aussi des richesses mobilisables pour créer de la richesse. C'est comme si vous allez choisir un chemin à emprunter pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes pour les populations. Mais attention, il y a une condition aussi en développement, c'est quoi? Il faut que l'on intègre des éléments de sustainable development, c'est-à-dire de développement durable. C'est-à-dire il faudrait aujourd'hui qu'on utilise les ressources, qu'on exploite les ressources, on les met à la disposition des générations actuelles, mais on doit éviter de compromettre la vie des générations futures. On doit éviter d'engendrer des déséquilibres écologiques. On doit éviter également d'engendrer des systèmes de déstructuration sociale et culturelle. Voilà les pièges qu'il faut éviter. Donc on peut promouvoir un développement, un progrès, sans engendrer une déstructuration sociale, sans engendrer un déséquilibre écologique, c'est important, mais aussi sans engendrer une crise économique. C'est ça qui est important. Donc tout se fait avec de l'intelligence. Vous allez aussi comprendre que un territoire n'est pas isolé par rapport au Sénégal, par rapport aux autres territoires, parce que si on va aller vers un système uniformisé, il faut que chaque territoire donc soit dans une logique d'attribution, une logique de contribution, mais aussi il faut que les territoires puissent dégager une économie qui respire. Une économie qui respire, c'est une économie qui est articulée par rapport à l'économie nationale. Et c'est important parce qu'il ne faut pas aussi désarticuler les économies, sinon vous allez avoir en fait le revers de la médaille. Les économies doivent être articulées pour créer une économie nationale. Et c'est cette économie nationale qui doit produire de la richesse, et c'est cette économie nationale qui est à la base de l'émergence. Il faudrait quand même ne pas prendre les concepts comme quelque chose qui... Alors là, j'ai l'habitude de vous dire, bon, vous êtes des concepteurs de programmes, des concepteurs de projets de développement, donc il faudrait aujourd'hui comprendre un peu la logique dans laquelle vous devez inclure votre activité professionnelle. Et c'est extrêmement important. Et de là, vous verrez que, quelque part, quand on prend les collectivités locales, 602 collectivités locales, donc on peut faire un calcul très simple, définir des territoires, et pour chaque territoire, on affecte un certain nombre de collectivités locales. C'est important. Mais les collectivités locales qui sont dans le même territoire
ont deux types d'actions. Il y a des actions dédiées, c'est-à-dire que la collectivité locale elle-même peut faire mener des actions, mais il faudrait aussi penser à des activités d'intercommunalité, c'est-à-dire il y a certains domaines aucune collectivité locale ne pourrait les prendre en charge. Il faut que les collectivités locales se mettent ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle un système de convergence et de synergie. C'est important ça aussi en termes d'approche de développement. Le système de convergence permet de mutualiser les ressources, de mutualiser les idées, de mutualiser également l'ensemble des forces. Le système de convergence permet également de sérier la notion d'espace et de temps. C'est-à-dire quand on fait une chose, on doit savoir exactement où est-ce qu'on doit le faire, à quel moment. Donc ça, c'est le contexte de délai. Et là, vous êtes dans un système de convergence. Mais quand on parle du système de synergie, ça veut dire que les gens peuvent réfléchir ensemble, agir ensemble et évaluer ensemble. Mais là, justement, on a quelques petits problèmes parce qu'il y a des experts qui pensent que la réflexion et l'action sont séparées, compartimentées. Non, je pense que c'est la réflexion qui peut accoucher une action. Mais pendant la mise en œuvre d'une action, la réflexion continue. Et la réflexion est souvent accompagnée par l'apprentissage. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans un système de synergie, il faut que les actions conçues se déroulent, mais au même moment où les actions sont en train d'être déroulées, il faut mettre en place un système de learning, c'est-à-dire d'apprentissage, qui va permettre de capitaliser les éléments, mais il faut surtout un système de réflexion qui va permettre, n'est-ce pas, à tous les acteurs, à chaque fois que de besoin, de se mettre ensemble pour dire qu'est-ce que nous avons fait, que pouvons-nous encore faire ensemble, que pouvons-nous encore faire de mieux, qu'est-ce qui n'a pas donné, qu'est-ce que nous devons encore faire pour améliorer ce qu'on a déjà fait. C'est des trucs très simples, très simples. Et de là, vous allez certainement comprendre que vous êtes dans de l'intelligence territoriale. Enfin, l'intelligence territoriale suppose la mise en œuvre d'un système de partenariat. C'est quoi le partenariat? C'est-à-dire qu'il faut plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour réfléchir et agir ensemble. Le système de partenariat, il est très simple. Vous aurez aussi un cours, la mobilisation de partenaires. Quand on parle de mobilisation de partenaires, ça veut dire qu'il faut éviter de penser que pour faire du développement local, on laisse tout aux populations. Non, aux populations, c'est pas du tout ça le développement local. Le développement local suppose une pluralité d'acteurs. Et chaque acteur joue un rôle extrêmement important. Le premier acteur, c'est l'État. C'est l'État. L'État a des services déconcentrés et chaque service a un certain nombre de prérogatives. Donc il faut que les services déconcentrés de l'État soient présents dans le système, soient présents dans le dispositif. Vous conviendrez alors avec moi que lorsque nous sommes dans un système déconcentré, ça veut dire que l'État est représenté au niveau de tous les échelons. Donc le premier acteur à mobiliser, c'est l'État, avec les services déconcentrés. Ensuite, après l'État, il y a les ONG. Les ONG, souvent, j'ai l'habitude de dire que les ONG ne sont pas venues en tant que, si vous voulez, système administratif, mais ils viennent compléter des actions. Mais ils peuvent aussi se positionner sur un segment social, segment économique, segment culturel et apporter des réponses aux populations. Il y a aussi, plus globalement, les organisations de la société civile qu'on peut beaucoup utiliser pour faire du plaidoyer. Il y a aussi ce que j'appelle les vecteurs de communication. Les vecteurs de communication, la presse, tout ça, peuvent aussi jouer un rôle dans ce dispositif. Il y a aussi les organisations communautaires de base. Il y a les partenaires au développement. Donc quand vous mettez tous ces acteurs ensemble, c'est en ce moment qu'on puisse parler de pluralité d'acteurs. Mais chaque acteur joue un rôle. Mais vous allez voir que les rôles des acteurs, ce soit un rôle institutionnel, organisationnel, un rôle financier, vous apportez des ressources financières, un rôle technique, vous apportez de l'expertise, etc., etc. Donc chaque acteur a un rôle à jouer. Et de la pluralité d'acteurs maintenant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un système d'accélération de processus. Parce que le processus, il est accéléré quand on a plusieurs acteurs. Mais là aussi, vous le verrez dans un cours de mobilisation de partenaires, le partenariat, c'est cette étape clé. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Chaque acteur se pose cette question pour présenter son identité. Qui êtes-vous? Chaque acteur cherche à connaître les autres acteurs. Sur le territoire, qu'est-ce qui a été déjà fait? C'est important. Donc c'est un aspect qu'on va dérouler dans le cadre d'une réflexion collective. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? C'est important parce que ça nous permet déjà de faire des choix volontaires. Parce que dans un partenariat, il faut de l'équité,
Dans un partenariat, il faut un respect mutuel. Dans un partenariat, il faut une confiance mutuelle. Dans un partenariat, il faut de la transparence. Dans un partenariat, il faut également du win-win, gagnant-gagnant. On se respecte. Lorsque nous avons défini ce que nous pouvons faire ensemble, maintenant nous allons dire qui apporte quoi en termes de ressources. Ensuite, nous allons dire comment nous allons gérer ensemble l'action et comment nous allons mettre en place la transition. Donc, chers étudiants, à partir de ce cours introductif, nous avons voulu un peu apporter une clarification conceptuelle sur l'intelligence territoriale et le développement local. Et vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un contexte extrêmement chargé. Parce qu'aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, on parle beaucoup de communalisation intégrale, c'est important. Quand on parle de communalisation intégrale, ça veut dire que toutes les collectivités locales ont à peu près le même poids. Parce que chaque collectivité locale aujourd'hui est autonome. Chaque collectivité locale aujourd'hui a la possibilité de mettre en place un système extrêmement fort. Et ce système est orienté vers des finalités. C'est-à-dire la réduction de l'écart entre le monde rural et le monde urbain. Par exemple, c'est-à-dire l'harmonisation de la procédure à l'échelle des collectivités locales. C'est-à-dire mettre en place un schéma local de définition du système de mobilisation des ressources, de planification, de programmation de développement, mais surtout de capitalisation. Mais au-delà de la communalisation intégrale, c'est important aussi de le repréciser. C'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui l'émergence de pôles de développement. Et c'est important de comprendre que l'émergence de pôles de développement cherche en somme à réduire les disparités régionales. C'est ça la finalité majeure. Donc il faut réduire les disparités régionales de manière à ce que chaque entité du Sénégal, de notre pays, puisse apporter sa contribution au développement national, n'est-ce pas? Mais pour que l'on puisse apporter une contribution assez intéressante, il faut qu'on attribue au pôle un rôle conforme à ses capacités, mais aussi un rôle tout en tenant compte de ses possibilités, de ses opportunités, etc. C'est ça le sens de l'intelligence territoriale. Bon, je pense que c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, donc quand vous concevez vos programmes, vous concevez vos projets, c'est important de prendre ces éléments en compte. Ça ne sert à rien dans un territoire de décréter plusieurs micro-projets. Les projets n'ont pas de sens s'il n'y a pas un programme qui les sous-tend. Et si vous allez sur une comparaison logique, un projet, on peut le dérouler sur un espace plus réduit qu'un programme qui a besoin de se mouvoir dans des espaces encore beaucoup plus grands. Et après le programme, vous avez le portefeuille. Donc ce qui est important, c'est quoi? C'est de dire que c'est vrai, on a des communes, mais il faut que les communes soient intégrées. C'est ça le message fort. Mais il faut que les communes réfléchissent et agissent ensemble à l'intérieur de pôles de développement maîtrisés, de pôles de développement qui peuvent exploiter davantage les ressources disponibles. Je pense que le prochain cours, nous allons encore essayer